Bonjour et bienvenue dans notre discussion. Aujourd'hui, on part explorer un quartier de Tokyo qui reste souvent un peu dans l'ombre de son voisin très très animé, Akabane. C'est Iwabuchi. Oui, Iwabuchi, exact. Et les documents qu'on a pu consulter, des articles, des notes historiques, tout ça montre une histoire franchement étonnamment riche, bien plus que ce qu'on imagine au premier abord. Tout à fait. Du coup, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de, comment dire, de sonder un peu ces couches d'histoire cachées d'Iwabuchi. On va voir son rôle comme relais de poste sur une route shogunale importante, sa lutte contre la rivière. Et puis, on essaiera de dénicher quelques petites pépites pour ceux qui aiment explorer. Alors, on y va. Ah oui, excellente idée. Iwabuchi, c'est vraiment un cas d'école super intéressant. Ça montre parfaitement comment l'histoire, elle façonne un lieu, même quand des développements plus récents, comme l'essor d'Akabane juste à côté, semblent l'avoir un peu éclipsé. C'est ça. C'est une micro-histoire de Tokyo, mais vraiment fascinante. Alors justement, plongeons dans le temps, direction l'époque d'Edo. Iwabuchi, c'était pas juste un petit village, c'était Iwabuchi-juku, le premier relais de poste, un shukubamachi comme on dit. Exactement. En partant d'Edo sur la Nikko Onari Kaido, une route plutôt prestigieuse, quoi. Ah oui, la route des shoguns Tokugawa pour aller à Nikko. Donc oui, une importance stratégique certaine. Même si apparemment c'était moins animé que les quatre grands relais plus près d'Edo. C'est vrai. Sa fonction, c'était avant tout la logistique, fournir des chevaux frais, des porteurs pour le cortège shogunal. Et le gros défi, c'était la rivière Ara. Il fallait traverser. Ah oui, comment il faisait? Normalement, c'était par bac, un watashibone. Mais attention, quand le shogun passait, là, on sortait le grand jeu. Un pont de bateau temporaire, un funabashi. Un pont de bateau, carrément. Oui, oui, une installation spéciale et assez coûteuse pour le relais. D'ailleurs, Iwabuchi n'était pas immense. Du coup, il partageait la charge, les chevaux, les porteurs, tout ça, avec Kawaguchi de l'autre côté de la rivière. Ah d'accord. Ils alternaient, tous les 15 jours, je crois. Une sorte de coopération un peu forcée, quoi. Malin. Et est-ce qu'il reste des traces visibles de ça aujourd'hui? Alors, il faut un peu chercher, c'est vrai. Mais oui, près d'un immeuble moderne, on peut tomber sur une petite stèle, assez discrète. Elle marque l'endroit de l'ancien bureau du relais, le Tonyaba, le centre névralgique de tout ça. D'accord. C'est pas grand-chose, mais c'est un rappel concret, un premier indice, on va dire. Et cette rivière, justement, l'Arakawa, elle est vraiment au cœur de l'histoire du Wabuchi. Ah ça oui, on peut pas parler d'Iwabuchi sans parler de l'Arakawa. À l'époque d'Edo, c'était une voie de transport super importante, non? Pour le bois notamment. Tout à fait. Le bois qui venait des montagnes de Shichibu pour Edo. Hiroshige l'a même dessiné avec les radeaux l'Ika-Danagashi. On l'appelait la route du bois, c'est ça. Exactement, Kinomichi. C'était vital pour la capitale. Mais c'était pas une rivière tranquille, si j'ai bien compris. Ah non, pas du tout. Son nom même, Arakawa, ça veut dire rivière agitée, rivière sauvage. Les anciens textes parlent de son kawakuse, son mauvais caractère en quelque sorte. Mauvais caractère, j'aime bien l'expression. Oui, et c'était justifié. Les inondations, c'était fréquent et souvent terrible pour Iwabuchi, qui est en contrebas. Une lutte de tous les instants pour les habitants. Et face à cette nature un peu hostile, j'imagine qu'il y a des légendes locales. Bien sûr, le folklore aide à vivre avec, on va dire. Et il y a la légende du kappa d'Iwabuchi. Ah, le kappa, la créature du folklore japonais. Exactement. L'histoire dit qu'un kappa aurait été sauvé par un villageois. Et pour le remercier, il aurait demandé à son maître un dragon, rien que ça. Un dragon. Oui, de protéger le village des inondations. Jolie histoire, non? Oui, c'est mignon. Ça a donné son nom à un petit parc, le Iwabuchi Kappa Hiroba, qui est aussi pensé pour la prévention des désastres. D'accord. Et, anecdote amusante, pendant une fête locale, on offre encore des concombres, le plat préféré des kappas, aux dieux de l'eau. Sympa. Mais bon, les légendes, ça suffit pas toujours face aux vraies crues, j'imagine, hein. Malheureusement non. Le gros choc, ça a été en 1910, en 43 de l'ère Meiji. Une inondation monstre qui a ravagé une bonne partie de Tokyo. Ça a dû être un traumatisme terrible. Absolument. Et ça a mené à une décision radicale, construire un énorme canal de dérivation pour l'Arakawa. L'Arakawa Osuiro, un chantier colossal. Le canal de Panama de l'Orient, on l'a appelé, non? C'est ça. Et au cœur de ce projet, il y a une structure qui est devenue emblématique. L'écluse. Oui, l'ancienne écluse d'Iwabuchi, la Kyu Iwabuchi Suimon, construite entre 1916 et 1924. Un bel ouvrage en béton armé avec des briques rouges. Ce qui lui a valu son surnom, la Porte Rouge, à Kasuimon.
La porte rouge, oui, elle est très reconnaissable. Et anecdote intéressante, l'ingénieur Akira Aoyama avait bossé sur le chantier du canal de Panama. Ouais, quand même. Ça montre l'ambition du projet. Elle a même résisté au grand séisme du Kanto en 1923. Solide. Et le prince régent Hirohito est venu la voir en 1924. Preuve de son importance. Mais alors, l'histoire ne s'arrête pas là, pour cette porte rouge, si. Non, justement, c'est là que ça devient un peu triste, mais intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé? L'usure, pas seulement. Le vrai problème, ça a été l'affaissement du sol, le Jiban Shinka. Ah oui, le pompage excessif d'eau souterraine pour l'industrie après-guerre. Exactement. Tout le secteur s'est enfoncé, littéralement. Du coup, la porte rouge est devenue Trop basse. trop basse pour protéger des grandes crues. Voilà. Le typhon Kathleen, en 1947, a été un avertissement sérieux. L'eau est montée dangereusement près du sommet de la porte. Le risque était devenu trop grand. Donc il a fallu une nouvelle solution. Précisément. On a construit une nouvelle écluse, plus haute, plus moderne, la porte bleue à ossuiement. Juste un peu en aval. Elle a été achevée en 1982. Et la porte rouge, elle a failli disparaître. Oui, la démolition était prévue. Mais heureusement, les habitants et des experts se sont mobilisés. Ah super. Ils étaient attachés à ce monument, à ce témoin de leur histoire. Et ils ont réussi. Elle a été sauvée. Et maintenant, elle est classée, oui, monument historique par la ville de Tokyo depuis 1999. Et c'est devenu un lieu pour apprendre l'histoire de la gestion de l'eau. Et ça, c'est une autre pépite pour les visiteurs, non? Voir les deux portes, la rouge et la bleue, côte à côte. Ah oui, c'est très frappant visuellement. C'est comme un résumé d'un siècle de lutte contre l'eau et d'évolution technique. Et entre les deux, il y a un parc. Oui, le parc Nakanoshima. Une petite île accessible par un pont sur la porte rouge, c'est parfait pour une pause, avec une vue unique sur les deux écluses. Très sympa. Et pour l'anecdote un peu bizarre, on y trouve un monument au championnat japonais de fauchage d'herbe. Sérieux? Un championnat de fauchage? Oui. Un reste d'événements agricoles qui avait lieu là apparemment. Insolite. Bon, à côté de cette histoire technique, il y a aussi une dimension plus spirituelle, j'imagine. Bien sûr, le sanctuaire Yakumo. C'est le Shinju, le sanctuaire protecteur historique d'Iwabuchi-juku. Il est dédié à Susanoo no Mikoto, une divinité importante qu'on appelle aussi parfois Guzu-teno. Son histoire est liée à celle du relais. Et là aussi, il y a un détail architecturel qui nous en dit long, n'est-ce pas? Tout à fait. Vous avez remarqué? Le sanctuaire n'est pas au niveau du sol. Non, il est surélevé, il y a des marches pour y monter. Exactement. C'est construit sur une plateforme artificielle, une mizuya. C'est une technique traditionnelle pour se protéger des inondations. Encore la rivière. Toujours elle. C'est une adaptation très concrète à l'environnement, une trace de cette lutte gravée dans la pierre en quelque sorte. Fascinant. Dans l'enceinte, il y a aussi un petit sanctuaire pour Suijin, le dieu de l'eau. Il était avant sur les berges, mais on l'a déplacé ici avec les travaux d'aménagement. C'était un lieu hyper important pour les bateliers d'autrefois. Logique. Il priait pour une navigation sûre. Exactement. Mais après la guerre, le paysage change beaucoup, non? Avec Akabane qui décolle. Ah oui, changement radical. Akabane, sa gare devient un nœud ferroviaire majeur, le commerce explose, et Iwabuchi, la voisine historique, se retrouve un peu dans l'ombre. Moins dynamique, quoi. C'est ça. Et c'est là qu'arrive un moment critique dans les années 60. Lequel? La grande réforme du système d'adressage, le Jukyo Yoji. Et le projet initial, c'était de faire disparaître le nom Iwabuchi. Complètement. Mais pourquoi? Pour l'intégrer à Akabane, jugé plus moderne, plus représentatif de la nouvelle réalité, sans doute. Ah non. Pour les habitants, ça a dû être un choc terrible, nier toute leur histoire. Exactement. Mais ils ne se sont pas laissés faire. Il y a eu une vraie mobilisation. Une lutte qui a duré 8 ans. 8 ans. Pour garder leur nom. Oui. Pour préserver cet héritage du relais shogunal. Et leur ténacité à payer. Ils ont gagné. En partie. Un compromis a été trouvé. Une petite zone, l'ancien Inchome, a pu garder officiellement le nom Kitaku Iwabuchicho. Ah, c'est une belle victoire quand même. Oui, symboliquement, c'est très fort. D'ailleurs, le nom de la station de métro, Akabane Iwabuchi, c'est aussi le reflet de ce compromis. Et il y a une stèle qui commémore ça? Oui, dans le sanctuaire Yakumo. Une stèle pour la préservation du nom d'Iwabuchicho. Ça montre la fierté locale. C'est touchant, et ce nom préservé, ça contraste avec d'autres choses qui ont disparu. Par exemple, l'ancienne brasserie de saké Koyama.
Ah oui, j'ai lu qu'elle avait fermé récemment. Oui, en 2018. C'était la dernière brasserie de l'arrondissement. Elle utilisait l'eau souterraine locale, réputée. Ironique, non? Cette même eau qui a posé problème avec l'affaissement du sol. C'est exactement ça. C'est une autre strate de l'histoire, économique cette fois, qui s'efface. Le changement est permanent. Bon, si on essaie de résumer un peu tout ça. Iwabuchi, c'est vraiment beaucoup plus qu'un simple voisin tranquille d'Akabane. Ah oui, clairement. On a les traces du relais shogunal, le souvenir d'une vie intense liée à la rivière, Le témoignage spectaculaire de la lutte contre les crues avec les deux portes. et puis cette histoire émouvante de la communauté qui se bat pour son nom, son identité. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça finalement? Je crois que ce que montre bien Iwabuchi, c'est que même les endroits qui nous semblent un peu ordinaires, banals en surface, peuvent cacher des histoires incroyablement riches, multiples. Il faut juste gratter un peu. C'est ça. Ça nous invite à regarder au-delà des apparences, à chercher les petits indices, un nom de rue, une stèle, un détail architectural, une légende. L'histoire est partout autour de nous en fait. Exactement. Elle est inscrite dans le paysage. Il suffit d'apprendre à la lire, quoi. Et peut-être une dernière pensée pour nos auditeurs. Combien d'endroits qu'on croise tous les jours, qu'on juge sans intérêt, cachent en fait des récits aussi denses, aussi stratifiés qui attendent juste qu'on s'y intéresse? C'est une bonne question. Peut-être que la prochaine balade pourrait se transformer en petite chasse au trésor historique, juste en ouvrant un peu les yeux. D'ailleurs, une suggestion, pourquoi ne pas essayer de descendre à la station Akabane-Uewabuchi Ah oui, bonne idée. et puis marcher un peu le long de la frontière entre les deux quartiers. Explorer cette transition entre l'agitation d'Akabane et le calme historique d'Iwabuchi. Ça pourrait être une expérience assez révélatrice. Tout à fait. Une belle façon de conclure cette exploration.